Une situation doit préoccuper tous les Béninois, c'est actuellement la situation des Béninois au Liban. Laurent Roland-Tonekes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Oumar Adéandjou, bonjour. Bonjour Mori, bonjour à tous. Très bien. Alors, nous allons y aller. Et donc, ce matin, on va à la une du quotidien Fraternité, le quotidien Fraternité que je choisis par hasard. Et puis, à la une du quotidien, répercussion de la guerre Israël-Liban, retour des Béninois sur Cotonou, la priorité, affréter des vols spéciaux, un devoir régalien. Laurent Roland-Tonekes, Oumar Adéandjou, Oumar, s'il vous plaît, pour votre téléphone. Laurent Roland-Tonekes, Oumar Adéandjou, nous avons constaté que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a donc fait un message, un avion affrété, ils ont fait le point des Nigérians et de ceux qui ont les passeports nigériens au Liban, 2000 personnes, et ils ont affrété un avion qui va décoller dans les minutes qui suivent, et qui ira donc au Liban chercher les Nigérians. Au Bénin, le ministre a fait un message que les Libanais qui sont au Bénin, les Béninois qui sont au Liban, se rendent chez eux, et que donc les Béninois qui souhaitent aller au Liban renoncent à ce projet. Fraternité, nous avons vu, le journal a tout résumé. Oui, je crois que quand on lit ensuite la déclaration du ministre des Affaires étrangères, c'est quand même une bonne déclaration en soi. Seulement que je me pose toujours la question de savoir où est-ce que nous mettons la vie humaine. Parce que avant que cette affaire ne commence, on a eu une Béninoise qui a fait une vidéo qui a dit clairement que les autres nationalités affrètent des vols spéciaux pour dégager, en tout cas pour faire partie de leurs compatriotes. Et d'ailleurs, même les Libanais même qui souhaitent sortir du pays, dès lors que vous êtes noir et que vous voulez prendre le vol, on vous empêche de prendre le vol. Du coup, les compatriotes, les Africains qui se retrouvent au Liban sont bloqués. Et il faut maintenant, alors la seule solution, c'est que chaque pays s'organise, ou les pays s'organisent avec d'autres pays, parce que, étant donné que le Bénin est à côté du Nigeria, pourquoi ne pas s'organiser avec le Nigeria, par exemple, pour qu'au moment où on envoie ces vols spéciaux pour rapatrier les Nigériens, qu'on profite de la situation pour rapatrier les Béninois. Quand je suis le message du ministre des Affaires étrangères, je me dis, mais finalement, ceux que vous invitez à rentrer vont faire comment? Étant donné que certains parmi nos compatriotes sont bloqués dans les maisons par leurs patrons, qui ont déjà pris le vol et qui sont déjà partis. Maintenant, vous dites aux gens de rentrer. Voilà que les vols ne les prennent pas. Voilà que les autres pays s'organisent pour rapatrier les filles et fils de ces pays. Mais nous autres, on s'en tient seulement à une déclaration pour demander aux gens de rentrer. Pas à quel moyen peuvent-ils rentrer? J'estime qu'il y a ce problème que le gouvernement doit régler. Et Fraternité fait bien de le rappeler. Il faut affréter des vols spéciaux. Faire d'abord l'inventaire, en tout cas le recensement de nos compatriotes qui se retrouvent en terre libanaise à l'heure où nous parlons, faire le point et en même temps s'organiser pour affréter des vols spéciaux ou à la limite s'organiser, s'entendre avec des pays limitrophes. Par exemple, le Togo a des compatriotes, a des citoyens là-bas. Pourquoi ne pas s'organiser avec le Togo pour dire, bon, désormais alors, un vol ou bien des vols spéciaux vont être affrétés entre le Togo et le Bénin. Et dès lors qu'on va là-bas en faire le point, chaque fois on rapatrie les Béninois et les Togolais ensemble. Ou on le fait avec le Nigeria. C'est possible. J'estime qu'il y a ce pas-là qui manque à la décision gouvernementale. Il ne s'agit pas de faire une déclaration pour dire que les gens n'ont qu'à rentrer. Non, il n'y a pas de moyen pour eux de rentrer aussi facilement aujourd'hui. Il revient à l'État de s'organiser pour aller aider ses compatriotes-là à rentrer. Très bien, Oumar Adéandjou, voilà la situation. Et puis, il y a d'autres réalités au Liban que Laurent n'a pas encore évoquées. Ces personnes-là qui travaillent chez les Libanais, ces dames qui travaillent dans ces maisons-là, leurs passeports sont souvent gardés, sont confisqués. Et pendant qu'il y a les explosions, le temps qu'elles ne fassent demi-tour, elles ne trouvent plus la patronne. Donc, il y a des Béninois certainement là-bas qui sont dans le cas, qui n'ont plus leurs papiers et qui n'ont pas de l'argent sur eux. Est-ce qu'il suffit de faire un message pour dire qu'ils n'ont qu'à rentrer?
ou bien prendre ses responsabilités comme le Nigeria le fait pour affréter un avion pour aller rapatrier les Béninois. Oui, effectivement, en pareille situation, c'est tout à fait obligatoire. Le journal l'a dit, c'est un devoir régalien. C'est obligatoire pour un État d'organiser donc le rapatriement de ses compatriotes. Et ce que moi je voudrais dire ce matin, c'est que le Bénin n'est pas seul dans ce cas-là. Et c'est bien malheureux pour nos pays africains. Quand on connaît la situation des Africains, des Noirs de manière générale, je le dis vraiment avec force ce matin, dans les pays arabes. Oui, dans les pays arabes, on connaît la situation de ces personnes-là qui vont être domestiques là-bas, qui vont exercer de petits métiers. On sait comment est-ce que les gens les traitent donc dans ces pays-là, et c'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Et quand il y a une situation maintenant de guerre qui met leur vie en danger, c'est tout à fait normal que nos États s'organisent. Et c'est pas la première fois. Sur d'autres plateaux, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'on va faire à l'Union africaine quand il y a des conférences, lorsqu'il y a des sessions extraordinaires ou ordinaires de l'Union africaine? Qu'est-ce qu'on va se dire dans ces creusets-là? Qu'est-ce qu'on va se dire lorsqu'on se retrouve au sein de la CEDEAO, au sein de la CEMAC, toutes ces organisations sous-régionales? Qu'est-ce qu'on se dit dans ces organisations-là? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place des lignes budgétaires pour permettre de rapatrier nos compatriotes? On voit comment les pays occidentaux et d'autres pays également qui ont plus ou moins les moyens sortent leurs ressortissants dans les zones en crise, dans les zones où il y a la guerre. Et chez nous, c'est toujours la même situation. C'est vrai, le gouvernement fait bien de dire, OK, sur Internet, on a facilité les choses pour tous ceux qui n'ont pas de papier. Ils peuvent aller se défaire, délivrer un passeport, enfin un laissez-passer. D'autres également peuvent également se rapprocher des Béninois de l'extérieur pour leur faciliter les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas de moyens? Pour ceux à qui c'est quelquefois à la fin de l'année que les patrons font un récapitulatif de ce qu'ils leur doivent et leur payent ça à la fin de l'année, qui n'ont rien reçu, qui sont sans moyens financiers là-bas. Ils n'ont même pas de moyens pour prendre le taxi, pour quitter peut-être le village où ils travaillent, pour aller vers Beyrouth où il y a l'aéroport. Comment est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? Donc moi je dis, Fraternité a complètement raison. C'est un devoir régalien de penser à ces personnes-là. Et au-delà du Bénin, à tous ces pays africains-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fout? Il faut se le demander à un moment. On va dans les creusets, on s'assoit, on discute entre nous. On appelle la CEDEAO la dernière fois. Voilà un peu les limites de toutes ces organisations-là. Il faut penser à nos compatriotes. Moi, je vous assure, aucun de nos dirigeants dans les pays africains n'est pas sans savoir que dans ces pays-là, on maltraite nos compatriotes, on maltraite les Africains dans ces pays-là. Tout le monde le sait. Mais sur le plan diplomatique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà une situation où également nos diplomates devraient mettre en branle tout leur génie pour permettre également le rapatriement de ces personnes-là. Même si on a un pays sans moyens, on peut sur le plan diplomatique, je ne sais pas moi, peut-être valider, je ne sais pas moi, du carburant pour les avions, de ceux qui en ont. On valide du carburant dedans et on rapatrie, on nous aide à rapatrier, ne serait-ce que les aider déjà à quitter la zone de guerre. C'est déjà quelque chose. Après, de voir maintenant comment est-ce qu'on organise maintenant leur retour au bercail. Moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit se pencher véritablement. Laurent a évoqué un aspect, tout au moins s'entendre avec le Togo, par exemple, pour affréter un avion pour les Togolais qui sont là-bas et les Béninois. Oui, c'est ce que je dis. C'est le moment de s'organiser. On parle d'Union africaine, on parle de CEDEAO, on parle de regroupement de pays africains. C'est là où ça devrait travailler normalement. C'est là où on devait se mettre ensemble, travailler main dans la main. Je crois que le silence parfois de nos gouvernants, il faut comprendre. Pourquoi? Il faut comprendre dans ce sens que ils n'ont pas les moyens. Non, c'est pas ça. S'ils avaient créé de bonnes conditions dans leur pays, leurs compatriotes ne vont pas sortir pour aller s'offrir en holocauste ou je ne sais quoi ailleurs. Il n'y a aucun pays qui vit non, ces citoyens ne sortent pas, Laurent. Ceux qui vont là-bas pour faire les travaux domestiques qui souffrent là, vous pensez que ces personnes-là sont différentes de ceux qui prennent des risques pour l'immigration clandestine? C'est exactement les mêmes. C'est la recherche du bien-être. S'il y a bien-être chez vous là, et que les conditions sont réunies pour la création de l'emploi, et que les conditions de travail, en tout cas de commerce, sont assez équitables dans votre pays, qu'est-ce que vous irez chercher ailleurs? Les femmes dont on parle là, il faut quand même louer leur courage parce que certaines parmi elles ont refusé de faire la prostitution et ont préféré faire ce travail-là et souffrent. Beaucoup parmi elles souffrent dans des maisons là, dans ces pays, au Liban, au Koweït, à Dubaï et autres. Mais le problème, c'est que elles avaient de bonnes conditions. Mais j'ai pris le vol avec des femmes à Istanbul, elles sont rentrées dans le même vol que moi. J'ai écouté, elles étaient deux derrière moi. Elles disaient, Nye,
moi, retourner encore au Koweït, plus jamais de ma vie. Wow. Non, mais c'est Compte tenu réel, de ce c'est qu'elle a souffert là-bas. Et elle parlait à l'autre. Si toi tu veux repartir, il faut repartir. L'autre aussi de répondre. Moi, repartir, pour faire quoi? Avec tout ce que j'ai connu là-bas, la souffrance là. Ah non. C'est vrai que dans notre pays, ça ne va pas. Je préfère aller peut-être au Nigeria ou à le meilleur vendre des chaussures. Et j'ai suivi cette conversation-là. Ça veut dire que quoi? Il y a un problème à régler dans notre pays. Il y a un problème de la justice sociale à régler dans notre pays. Si le problème de la justice sociale est réglé dans notre pays, vous n'allez pas voir beaucoup de compatriotes aller prendre ce risque-là. Elles vont là-bas pour gagner comme vous pensez. C'est peut-être 200 000 francs par mois. C'est des miettes. Et quand ceux qui les aident à voyager prennent une commission énorme sur ce qu'elles gagnent. Voilà, ça c'est un aspect qu'il faut relever. Et elles sont dans des maisons 2 ans durant sans sortir, sans voir le portail une fois. Vous pensez que c'est une prison? Elles travaillent toute la journée. Toute la journée. Sans pause. Sans j'ai un repos. exemple. Et donc, De 5 heures jusqu'à 22 heures. quand c'est comme ça, les gouvernants sont conscients. Et puis après, ces gouvernants que nous avons sont tenus. Vous pensez Ils sont quoi? tenus par quoi? Ah oui. C'est un peu écœurant Oui, non, mais là, c'est la réalité, mon cher Oumar. Le problème, c'est que quand vous parlez de, par exemple, écoutez, quand vous parlez de, vous savez, la situation des Noirs parfois en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Vous savez ça, non? D'accord. Mais vous savez, les accords qui lient les pays africains, les Noirs africains, par rapport à ces pays-là. Et quand vous allez à Dubaï, à Koweït, ce que ces dirigeants sont capables de mettre dans la balance pour certains de nos gouvernants, des chefs d'État, et notamment pour ces organisations dont vous parlez là, quel chef d'État peut avoir le courage de dénoncer ou de critiquer cette puissance-là? Parce que malheureusement, c'est les pays qui ont les moyens. Et puisque nous manquons de sérieux et que nous voulons nous enrichir sans pouvoir être juste dans la société, c'est que nous avons la tendance à toujours tendre la main à ces personnes-là. Alors, quelqu'un qui vous demande, qui vous assiste dans tous les domaines pratiquement, même s'il est en train parfois de maltraiter votre enfant, vous avez mal, mais vous n'avez pas le courage de réclamer à un moment donné. Et c'est tout le mal de l'Afrique noire. C'est tout le mal. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous devons rappeler nos dirigeants pour leur dire, attention, attention. Écoutez, quand je prends l'association des Béninois parfois, avec certains Chinois sur notre territoire ici, quand certains Chinois viennent maltraiter certains de nos compatriotes ici, qu'on voit ça, et que vous savez que c'est la Chine qui a construit le siège de l'Union africaine. Quel chef d'État africain C'est pas que le siège de l'Union africaine. Oui, non. Tous les infrastructures de l'amitié, Voilà. Donc, quand c'est comme ça, quel chef d'État peut avoir le courage d'aller oser regarder Xi Jinping dans les yeux et lui faire de la morale? C'est pas possible. Donc, j'estime que nous avons un problème à régler dans nos pays. Dès lors que nous nous mettrons au sérieux, que nous allons respecter nos compatriotes déjà ici, et que nous allons travailler pour la justice sociale, à un moment donné, nous allons maintenant avoir le courage de leur dire attention, ça ne marche pas. Mais c'est parce que nous avons des défaillances à bien des niveaux qu'à un moment donné, les choses se passent, mais nous ne pouvons pas parler. Vous voulez parler du Liban? Vous imaginez le nombre de Libanais à Cotonou qui font des affaires avec nos gouvernants, nos chefs d'État? Vous imaginez dans toute la région ouest africaine, les Libanais qui investissent, qui sont devenus même des Béninois, des Nigériens, des Togolais, des Ivoiriens. Vous imaginez le flux? Beaucoup d'Ivoiriens. Et vous imaginez combien ils mettent dans la poche peut-être de certains acteurs politiques ou je ne sais quoi dans notre pays, qui parmi eux peut oser bouder? C'est ça le problème. J'estime, je ne suis pas contre l'avènement en tout cas, les Libanais au Bénin ou en Côte d'Ivoire, mais j'estime qu'à un moment donné, nos gouvernants, nos acteurs doivent pouvoir prendre du recul et analyser la situation, prendre les meilleures décisions et commencer par dire en même temps aux gens, à ces personnes-là, parfois, oui, nous vous acceptons partout, mais nous devons faire les choses pour respecter nos compatriotes. Parce que comment se fait-il que autant de Libanais au Bénin, des Béninois souffrent là-bas, pourquoi on ne peut pas associer ces Libanais aujourd'hui pour dire, venez, discutons, vous êtes là, écoutez, nos compatriotes souffrent chez vous, vous mettez combien dans la balance? Nous mettons tant dans la balance, aidons-les à rentrer. Pourquoi on ne fait pas ça? On sort seulement un communiqué, comme si les gens vont voler du Liban pour venir ici. Ils ne sont pas des oiseaux. Donc la réalité est tout là. Moi, je pense que véritablement, nous avons encore du chemin. On a du chemin et je pense qu'on ne peut pas dire plus que ça. On s'est transformé ce matin même en donneur de conseils. C'est parce qu'il y a une situation où on doit pouvoir s'indigner. Et Laurent donnait un exemple tout à l'heure. Moi, j'ai un autre exemple également qui me faisait froid dans le dos dans la période. Moi, j'avais une amie qui était restée au Koweït, qui est partie travailler là-bas comme domestique. Elle m'appelait à des heures indues.
couché à côté de ma femme. J'étais obligé de rassurer cette dernière pour dire non, en fait, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une amie qui a des difficultés. Et je mets ça sur mail pour parler. Elle est fatiguée. Quand elle parle, tu sens qu'elle est fatiguée. Je lui ai même demandé, mais est-ce que c'est parce qu'on te violente? Elle dit non, que vraiment, elle travaille comme ça avec 4 poumons. Qu'elle ne peut plus, elle est fatiguée, elle veut quitter le pays, comment est-ce qu'elle fait? Je dis, mais tu ne connais pas l'ambassade? Elle dit, là où elle est là, que quand elle met le nez dehors, là, c'est le désert total, il n'y a rien, elle est dans un village. Oui. J'ai fait le cas, j'ai fait 6e secret avec une fille. Donc, c'est finalement, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'est débrouillée. Oui, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. On était dans un tournage un jour, je l'ai vu apparaître. Il dit, ah, finalement, tu as pu quitter. Lui, il dit, finalement, j'ai pu quitter. Ça n'a pas été facile. Elle n'a même pas pu me dire quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'on sait la situation de nos compatriotes dans ces endroits-là. On sait la situation des Africains dans ces endroits-là. Il est temps maintenant de réagir par rapport à ça. Il est vraiment temps de réagir par rapport à ça. Et c'est à tous les niveaux. Si les politiques n'arrivent pas, nous, les autres leaders d'opinion, plutôt que de se chamailler tout le temps entre nous, justement, je vais interpeller également tous ces panafricanistes-là aussi qui tout le temps crient et attaquent leur propre pays. C'est au moins également de regarder de ce côté-là également. Oui, tous ces panafricanistes-là qui sont fiers de l'Afrique, qui n'ont pas de mal à poser aux côtés des dictateurs comme, je ne sais pas moi, Poutine et tous les autres, pour dire non, ils sont proches des pays. Voilà, c'est le moment de leur dire également, voilà les Africains, nous sommes fiers d'être Africains également, il faut bien traiter les nôtres. Voilà, moi je pense que il faut voir tous les niveaux. On voit une spontanéité chez les dirigeants de certains pays. Ce n'est pas la France qui va laisser ses citoyens dans des conditions difficiles comme ça. Ce n'est pas les États-Unis, même si on n'a pas encore atteint le niveau de ces pays. Et il faut reconnaître quand même qu'il y a des choses qui sautent à l'œil. Et quand ce matin au réveil, j'ai vu le message du ministre des Affaires étrangères nigérien qui disait qu'il y a un avion qui a été affrété. J'ai eu, comment dire, ça a été un choc. J'ai dit, mais mon pays, j'ai lu le message du ministre hier, mais bon, en fait, pourquoi nous ne prenons pas les décisions? Est-ce que ce n'est pas manque de moyens? Parce qu'en réalité, ce n'est pas que l'avion, parce que quand ces Béninois vont rentrer, il faut aussi les prendre en charge. Ça fait des dépenses pour notre pouvoir en place. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement prévoir un budget pour le social, pour régler ces questions. Je crois que, je l'ai toujours répété, quand il s'agit de régler les problèmes des citoyens, on dit qu'il n'y a pas l'argent. On nous rappelle que le Bénin est un pays pauvre. Et je suis sûr que c'est l'argument que certains vont vous servir. Comme quoi le Nigeria a une puissance économique, que le Nigeria a les moyens. Et si la Côte d'Ivoire fait la même chose, on dit que c'est parce que la Côte d'Ivoire a les moyens. Mais on sait qu'on investit au quotidien des milliards dans d'autres secteurs. On sait que par semaine, on fait des emprunts obligataires. Mais les milliards là, on ne peut pas prendre une partie pour prendre en charge nos compatriotes. Vous parlez de oui, ici, rentrer, il faut les prendre en charge. Mais c'est des citoyens béninois. Un seul citoyen quelque part. Bon, écoutez, prenez-moi un seul acteur politique là, gouvernant. Si son enfant est en difficulté à l'heure où je vous parle au Liban, vous pensez qu'il va dormir? Très vite, il allait négocier avec d'autres pays ou bien d'autres compagnies. Pourquoi il ne va pas... Très vite, il peut appeler même le ministre des Affaires étrangères du Nigeria pour dire « Mon fils est là-bas, aidez-le à rentrer ». Mais pourquoi on ne peut pas le faire pour nos compatriotes? Quand il s'agit des citoyens, à un moment donné, on évoque la question de ce que la raison pour laquelle le Bénin est un pays pauvre, nous n'avons pas grand moyen. Mais quand on veut voter des milliards pour d'autres secteurs, on trouve que oui, il faut vite aller là-bas. Non mais écoutez, moi, disons la vérité. J'estime qu'aujourd'hui, nos gouvernants doivent revoir leur politique. Et ce n'est pas que le Bénin, le Togo, ces pays-là qui estiment chaque fois... Tous les pays africains, il faut le dire. Quand il s'agit des citoyens, qu'il faut sauver les citoyens. Moi, j'ai géré un dossier de ceux qui ont fait l'immigration clandestine il y a quelques années. Je citais le monsieur Adam Badji, le président des Béninois vivant en Libye, pour dire, quand il s'est agi de rapatrier ses compatriotes, le gouvernement n'avait rien fait. C'est l'Organisation internationale des migrants
qui a payé, qui a tout fait, qui a organisé le voyage. Ouais, c'est souvent comme ça. Oui, pour les ramener. Et pourtant, on dénonçait. Et j'estime qu'à ce niveau, il y a encore quelque chose que nous devons faire. Par rapport à votre question, je ne sais pas si je peux placer un petit mot. Oui, c'est vrai qu'on fait de très belles choses et on devrait normalement penser à ces aspects-là également. Mais j'aimerais dire un tout petit peu quand même que la pauvreté de nos États, je ne vais pas de la pauvreté, le manque de moyens, pardon, de nos États, combiné à une opinion publique également qui n'est pas, je vais dire, suffisamment, enfin, je ne sais pas, aguerrée au mur, ça aussi, c'est un problème. Parce que dans ces pays que vous l'avez cités... Comment? Que voulez-vous dire? Oui, la manière de prendre les choses par le Béninois lui-même, ça compte également. Nous deux, on s'indigne un peu sur ce plateau. Vous également, complètement indignés. Il faut, c'est des Béninois, c'est des vies comme nous, voilà, il faut les rapatrier et tout. Mais combien de Béninois se préoccupent de ces choses-là? Alors que dans les pays dont vous parlez, mais l'opinion publique est très, très alerte sur ces choses-là. Dès qu'il y a une situation comme ça, mais c'est tout de suite, les gens décrochent leur propre numéro pour appeler le ministère. Allô, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai ma fille à tel endroit. Et donc, tout de suite, les États se sentent concernés et agissent par rapport à ça. Quand ça deviendra une priorité pour le Béninois, pour l'opinion publique au Bénin, je suis sûr que les États aussi vont prendre, enfin, les dirigeants aussi vont prendre également le pli et savoir que, ça fait partie des éléments qui, à la fin, on va mettre dans le bilan pour faire mon... Enfin, on va mettre sur la balance pour faire mon bilan. Et tant qu'on n'est pas, oui, je suis d'accord, tant qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là aussi, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc le manque de moyens, combiné au fait que aussi, les Béninois aussi ne se lèvent pas comme un seul homme pour réclamer certaines choses, ça peut être... Laurent, il y a un aspect un appel que je lance à quelqu'un, mais c'est une manière de... Moi, j'estime que, même si les Béninois ne réagissent pas, il revient au gouvernant, aux dirigeants d'avoir le premier réflexe. Oui, je suis d'accord. Quand ça va commencer, peut-être qu'après... Parce que vous savez, si le gouvernement s'organise pour rapatrier les gens maintenant et que demain vous avez un parent dans tel cas, vous n'allez pas hésiter à rappeler ce qui a été fait pour d'autres personnes. Mais ça ne se fait pas. Ça n'a jamais été fait. Donc finalement, les gens se disent, mais même si on en parle là, est-ce qu'ils vont nous écouter? Il y a ça. Donc il faut, le réflexe doit venir de nos gouvernants d'abord. Quand dans une situation pareille, on règle le problème de cette manière. Quand une autre situation du genre se pose, les autres auront le réflexe de rappeler que, attention, dans telle affaire, on se rappelle comment vous aviez fait. Et d'ailleurs, si d'autres gouvernements l'avaient fait par le passé, ça devient une obligation pour le gouvernement actuel. Donc, il faut que ça commence quelque part. Si par exemple le gouvernement Patrice Talon commence par faire ça maintenant, celui qui viendra en 2026 n'aura pas d'autre choix que de faire ça. Laurent, je vous ai entendu parler des difficultés que vivent les Béninois dans ces pays, mais pourtant ce sont nos frères qui sont à la base de ces trafics vers ce pays. Voilà, ces pays-là, comme le dit M. Désiré et Diotan, ils miroitent l'Eldorado et tout, et les gens s'en vont. Maintenant qu'il s'agit de les rapatrier, maintenant qu'ils sont en difficulté, que font ces structures-là, ces personnes-là, qui les envoient là-bas? N'est-ce pas une façon pour le gouvernement de les rapatrier et aussi de prendre des décisions pour fermer ces circuits-là qui envoient les gens travailler dans ces pays? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je vous ai dit, j'ai dit tout à l'heure que nos sœurs sont envoyées et payent une commission sur ce qu'elles gagnent. Elles payent une commission à ces structures-là. C'est des individus qui s'organisent. Et moi, j'ai été le premier à dire, mais écoutez, le gouvernement a quand même une idée de ces personnes. Parce que quand tous ceux qui prennent le vol à l'aéroport Kadhafi, on les connaît. On les connaît. Et parfois, c'est vrai que beaucoup parmi ces personnes aujourd'hui prennent le vol du côté de Lomé. Pour ne pas montrer... Ça, c'est vrai aussi. Voilà. Parce que là... Mais aussi, vous savez que les gens prennent le vol à Lomé parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Mais pour cacher, pour dissimuler un peu cette affaire, parfois, ils sont obligés d'aller à Lomé. Mais il faut aussi dire que l'une des raisons aussi qui fait que les gens sont obligés de se cacher, c'est que pour aller au Koweït, je crois, pour travailler à Dubaï au Koweït, il faut avoir 21 ans. Donc, parfois, des filles de 18 ans, on leur donne, des années de naissance, on leur donne 21 ans sur papier. Et puis après, et c'est d'ailleurs ça qui a amené des gens en prison tout récemment pour fraude à des naissances et autres là. Voilà. Alors, les gens connaissent. En réalité, c'est plus que jamais le moment pour le gouvernement. Dès lors que vous aidez les gens à rentrer, vous leur demandez les contacts de ces personnes-là qui les ont aidés à partir. Comment elles se sont retrouvées là-bas? D'accord. Et puis, vous interprétez, parce que j'en connais plein qui vivent dans un lieu insolent. Hein. J'en connais, ils vivent dans un lieu insolent. Et ils font que ça. Un lieu insolent, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur le dos des autres. Des autres. Et c'est bien malheureux. Et là,
Tant que le gouvernement ne fait rien, le gouvernement ne pourra pas savoir la vérité. C'est pour ça que c'est plus que jamais le moment maintenant pour le gouvernement de s'organiser, de répertorier, en tout cas recenser nos compatriotes là-bas, et maintenant faire des enquêtes pour identifier ces personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui font cette activité. Ça va nous aider. Très bien. L'autre chose aussi, notre petite mission que nous aussi on a à faire, je pense que c'est ça que je vais faire ce matin. Je vais jouer ma partition également. Vous savez, dans ces pays-là, il fait bon vivre seulement quand on a l'argent. Dans ces pays du Proche-Orient, je ne sais pas, également du Moyen-Orient. C'est deux extrêmes en fait. Voilà. Soit vous avez les moyens pour y aller, vous y allez. Si vous n'en avez pas les moyens, n'y allez pas. Ne regardez pas ces influenceurs, ces artistes qui vont se promener à Dubaï, au Koweït, au Qatar, un peu partout, et croire que non, la vie est belle là-bas. C'est leur argent qu'ils dépensent. S'ils n'ont pas les moyens, ils sont maltraités là-bas. Il faut le comprendre. On ne va pas dans ces pays-là parce qu'on a envie de devenir. Si on veut devenir riche, il y a les moyens également ici. Il faut se battre ici. Il faut morfler dans ton propre pays que d'aller souffrir quelque part d'autre. Moi, je suis d'accord qu'il faut rester ici travailler. Je suis d'accord que, en fait, si vous n'avez pas grand moyen, autant mieux ne pas prendre ce risque. Mais j'interpelle les gouvernants aussi. Créer de bonnes conditions pour travailler pour la justice sociale. Aussi longtemps que nous travaillerons pour la justice sociale, les gens iront chercher quoi ailleurs. C'est ça aussi. Très bien. Alors, nous allons poursuivre et parler maintenant de Matin Libre que je demande à Boris de nous afficher. Matin Libre de ce matin qui parle et qui écrit un démocrate dans l'âme pour 2026, qu'il soit LD, qu'il soit UPR, qu'il soit UBR. Oui, on a plus que besoin de ça. C'est ce dont on a besoin compte tenu de tout ce qu'il y a comme tension aujourd'hui entre les politiques de part et d'autre. On a besoin de quelqu'un qui viendra vraiment apaiser toute la tension, qui viendra vraiment revoir les choses et je ne sais pas, revoir tout ce qui a été fait pour que tout le monde soit satisfait. C'est vrai qu'on ne pourra pas contenter tout le monde, mais on fera quand même l'effort de satisfaire tout le monde juste après ça. Parce qu'il y a beaucoup de tensions. Et moi, je pense que celui qui doit venir doit pouvoir être celui, je ne sais pas comment il va te dire, le réconciliateur. Et pour être un bon réconciliateur, le fédérateur, si vous voulez, le fédérateur, mais et pour être un bon fédérateur ou un bon conciliateur, il faut pouvoir donc vraiment être très démocrate. Très démocrate, c'est quoi? C'est respecter les règles et satisfaire tout le monde, contenter tout le monde, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les règles. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'y aura pas de décision qui doit être prise et que l'autre, après, se sente mécontent. Voilà. Il faut quelqu'un qui soit à l'écoute de tout le monde. Je pense que c'est ça aussi un bon démocrate. Pas que ceux qui sont là n'écoutent pas les autres, mais il faudra faire un peu plus. Très bien. Voilà. Laurent? Vous êtes d'accord avec Oumar? Oumar parle de contenter tout le monde. Je pense que ce n'est pas de ça qu'on a besoin pour le réduire. Contenter tout le monde, c'est inviter tout le monde à partager, c'est ça? Non, pas forcément partager. Il faut qu'on fasse attention. Sur le plan de la démocratie, il faut qu'on fasse attention avec les mots. Parce que les mots, si on ne comprend pas bien, il faut inviter tout le monde au mariage. Le Bénin n'est pas un gâteau qu'on partage. Si vous dites contenter tout le monde, on sait que par le passé, il y avait la prospérité partagée, tout le monde mangeait. Mais véritablement, tout le monde mangeait, mais véritablement, sur le terrain, il y avait quelques ennuis. Et j'estime qu'aujourd'hui, oui, il y a des problèmes à régler. Mais on parle ici d'un démocrate. Le démocrate, c'est celui qui, dans une certaine mesure, accepte et comprend les autres dans une certaine mesure. Ce n'est pas celui qui vient mettre des dispositions pour exclure d'autres acteurs d'un processus électoral. Le vrai démocrate, c'est celui... C'est là où on ne s'entend pas. C'est pas celui qui n'accepte pas les critiques du point de vue politique de certains acteurs, parce qu'on a dit que 5 ans, c'est 5 ans. Ce n'est pas le vrai démocrate, ça. Moi, il faut dire, écoute, on ne s'entend pas, c'est vous, ça, et c'est moi, ça. Parce que le vrai démocrate doit pouvoir accepter, quand on dit 5 ans, c'est 5 ans, ce n'est pas encore sorcier que de dire ça. Et ça ne devrait pas valoir un griffe, la prison pour quelqu'un. Bref, pour vous dire quoi, le vrai démocrate dont on a besoin en 2026, c'est celui-là qui doit faire l'effort de comprendre, en tout cas, de ne pas trop vouloir toucher les tests. Parce que je le dis toujours, nous avions de 1990 à 2016 un problème de test. De tête, pardon. De quelle année? De 90. De la conférence à 2016, nous avions un problème de tête. Un problème d'homme. Oui, donc un problème de tête qui doivent respecter et exécuter les tests. Mais à partir de 2016, on a ajouté un problème de test.
Est-ce que les tests étaient bien élaborés? Mais écoutez, si les tests n'étaient pas bien élaborés, ceux qui sont là ne seront pas élus aussi facilement. Et malgré la guéguerre entre celui qui est élu et son prédécesseur, l'autre ne va pas lui remettre le pouvoir aussi facilement. Écoutez, les tests n'avaient aucun problème. En tout cas, à mon sens, il y avait un problème de test. La preuve, ce que l'actuel président a reproché à son prédécesseur quand il était en exil, il dit que c'est parce qu'il voulait faire un 3e mandat. Contre lequel beaucoup étaient, en tout cas, contre lequel il y avait beaucoup d'adversaires, même dans sa famille politique. Ça veut dire que les tests disaient clairement ça. Et il n'y avait pas de problème. C'est le seul hic qu'il y avait. Mais à partir de 2016, nous avons ajouté des problèmes de tests. Et nous avons maintenant 2 problèmes à régler. Pourquoi? Parce que 2019, mais je le rappellerai. Le problème de tête demeure? Ça demeure. Ça demeure. Et c'est le problème de test. Parce que quand vous regardez certains citoyens, compatriotes, appelés à un 3e mandat, c'est un problème de tête. Ceux-là n'ont pas encore compris qu'il faut respecter les tests. Donc, je sais pas si maintenant, non, vous allez placer. Patientez. Mais les tests aujourd'hui, en la matière, et le code électoral, et un certain nombre de choses qui se parlent aujourd'hui, c'est les problèmes de tests que nous avons. Quand je prends le cas de la situation du CES tout récemment. Le code électoral ne l'a pas encore expérimenté. Oui, donc non, on ne peut pas dire encore qu'on a des problèmes déjà, quand parce que Ouma invite à l'expérimenter. Mori Agua, quand Eden TV prend une décision, une autre circulaire pour prendre une décision, sans même l'expérimenter, vous savez déjà, si la décision est bancale ou pas, vous devez déjà avoir une idée de ce que ça là, dans telle disposition, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est de l'ordre normal de reconnaître que parfois, oui, ça là, que nous voyons là, nous tous là, nous voyons que si on va évoluer avec ça là, ça peut amener des problèmes. Ça là, c'est honnête simplement que de reconnaître, c'est pas méchant. Mais si vous savez que ça va amener des problèmes, alors, si vous connaissez le problème, alors il n'y aura plus de problème. Si vous savez la banque qui va vous tuer, vous ne mourrez plus. Non, en tout cas, plus sérieusement, j'estime véritablement qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes, un problème de test, ajouté au problème de tête. Parce que nos gouvernants, les acteurs politiques, toutes catégories confondues, on connaît à peu près leur mentalité, malheureusement. Et cette mentalité n'arrange pas pour autant les citoyens parce que parfois on s'accroche parce qu'on a des intérêts, parfois on soutient parce qu'on a des intérêts. Ce n'est pas le bien-être des populations. Combien de députés élus que vous avez vu depuis 2023 sont allés dans leur séquence électorale? Ils ont tous loué déjà même ceux qui étaient dans le village là. S'ils ne pas des maisons ici, ils ne peuvent pas aller à l'Assemblée. Ils vont quitter Perere pour venir ils sont à l'Assemblée. Ils vont dans leur séquence électorale nuitamment pour quitter à 5 h du matin. Vous les avez vus? Mais ils sont là. Et pourquoi ils quittent à 5 h du matin? Oui, parce que peut-être que les gens vont venir dire je vais envoyer mon enfant à l'école. Ce qui est déjà découragé, ça je suis d'accord. Mais au moins, combien sont-ils allés au contact de leur mandat depuis qu'ils ont été élus? C'est des choses que nous devons régler. Et j'estime que nous avons encore du chemin. Mais ceux qui ne sont pas élus vont au contact de leur mandat. Oui, comme Madame Massi à Parakou. Parce que lui, il veut revenir. Il veut revenir. On va écouter. On va écouter. Oui, l'analyse de Laurent par rapport aux hommes enfin, par rapport aux têtes et aux tests. Moi, je dis les 2 T, si vous voulez. Moi, je dis le problème a été toujours un problème des 2 T. Toujours. Oui, parce que si les têtes ne marchent pas bien, c'est parce que peut-être les tests aussi ne sont pas clairs. C'est pourquoi je demandais est-ce que les tests étaient bien réglés. Voilà. Les tests avaient aucun problème. Si les tests avaient des problèmes, on voyait comment nos dirigeants géraient le pays. Il n'y avait pas. Regardez comment l'Assemblée nationale pouvait bloquer des projets importants pour la nation. Souvenez-vous, c'est des trucs qui étaient difficiles à comprendre. La chose est importante, mais des politiques bloquent. Donc c'est parce que les tests leur permettaient de bloquer. Si vous êtes moi je dis... quelques secondes. Non, ça ne me gêne pas, si vous permettez, comment comprendre... Parce que vous parlez de l'Assemblée qui bloquait. Aujourd'hui, le gouvernement fait des emplois obligataires, mais ne construit plus l'Assemblée nationale. Vous pensez que c'est normal pour un pays? Bon, écoutez, ça c'est un autre débat. On peut le faire après. Voilà. Mais je dis qu'on a toujours eu le problème d'hommes et des problèmes de tests également. Et donc, moi je dis, c'était tout à fait normal qu'on revoie les tests. Donc vous trouvez que c'était normal que l'Assemblée bloque? Non, je ne dis pas que c'est normal. Il faut consulter l'Assemblée nationale. Parce que c'est une question de vie pour le pays. Parce qu'après, c'est les citoyens qui payent. De 90 à 2016, l'enfant qu'on a mis au monde en 86 a déjà peut-être 26 ans. Vous vous rendez compte? C'est déjà un homme adulte qui vote. Et il a connu ces tests-là depuis tout le temps. Le monde a évolué, la société a évolué. Il fallait adapter quelque part les tests également à nos réalités, à ce que nous sommes, à ce que nous avons comme tas.
Voilà, et éliminer cet art-là. Moi, je ne dis pas, je le dis et je le répète, hein, j'ai l'habitude de le répéter, mais il faut que les gens me comprennent. Je ne suis d'aucun bord. Les gens ne vous comprennent pas. Il faut qu'ils me comprennent. Ils vous tassent de bord. Oui, dès que je sors, les messages tombent. Non. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis que les gens ne vous comprennent pas. C'est important de comprendre que les tests ne sont pas immuables. Ça peut bouger, ça peut être revu. Même la loi fondamentale peut être revue. Mais il ne faut pas le faire pour essayer de manipuler les choses. Non, c'est tout ce qu'on dit. Donc, quand on revoit les tests, il y a rien. Regardez un peu toutes les réformes qui ont été faites dans l'administration. Est-ce que tout ça est mauvais? Disons-nous la vérité. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, revoir les tests, il n'y a rien de mauvais dedans. Moi, je le dis, c'est s'adapter à son temps. Même les plus grandes démocraties, les réformes, c'est différent. Je ne vous pose aucune question. Les réformes, c'est différent. Vous me demandez si vous me regardez, vous me dites si tout ça là est mauvais. Regardez les pays, les plus grandes démocraties. Quand vous prenez les États-Unis, l'Angleterre, la France, mais leurs tests sont revus pratiquement, je ne sais pas moi, chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Les tests ne sont pas revus. Non, mais on revoit. Non, pardon. On revoit tout le temps. On adapte, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan de l'administration, on adapte régulièrement parce que la société évolue. Allez vous informer par rapport à ça. On adapte régulièrement. Vous allez me dire peut-être la loi fondamentale, on le touche difficilement. Ils ont mis des garde-fous. Oui, mettons les garde-fous, mettons tout ce que nous voulons. Mais il y a des tests. Les tests, quand les tests sont là, il faut les adapter à la société, à l'évolution de la société. Oh, la jeunesse également qui grandit. Et voilà, il faut beaucoup de choses. En résumé, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient? Non, en résumé, en 30 secondes, on a toujours eu des problèmes de tête et de tests. On va continuer à les régler petit à petit. C'est vrai que celui qu'on veut en 2026, il doit être fédérateur, comme vous l'avez dit, rassembleur, un bon démocrate dans l'âme, un bon démocrate bon teint, comme l'a dit notre confrère. C'est ce que nous souhaitons. Quel que soit son bord politique, nous voulons que ce soit un bon démocrate pour que toutes les tensions aujourd'hui, nées peut-être des réformes, nées de tout ce qu'il y a comme on appelle, je ne sais pas moi, difficulté à s'entendre, à se parler, que toutes ces tensions-là soient apaisées, si possible même complètement résorbées, et qu'on n'entende plus parler de ces choses-là et qu'on revienne à un Bénin très apaisé. Très bien. Laurent, pour finir. Je persiste et je signe que nous avions seulement un problème de tête et qu'à partir de 2016, nous avons créé le problème de test. Non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, nous avons deux problèmes. Problème de tête et de test. Parce que déjà, même les tests que les gens ont adopté eux-mêmes, parfois à l'Assemblée nationale, ils ont du mal à comprendre ces tests-là. Ils ont du mal à appliquer ces tests-là. Surtout quand on veut l'appliquer, c'est les premiers à commencer par demander aux juges experts comment il faut comprendre ça. Donc ça veut dire que nous avons un problème maintenant de tests qui s'est ajouté au problème de tête. Très bien. Merci. Merci à vous. On va observer donc cette courte pause pour faire la transition avec l'horoscope, la cassure constitution, les teasers, avant de revenir pour parler Maracana dans ce studio. Merci. Oumar Andjou, merci. Laurent, vous vous préparez pour la rentrée, c'est lundi, hein? Oui. Qu'est-ce que vous promettez? Bon, les téléspectateurs vont découvrir avec le temps. Avec le temps. Oui. Vous ne promettez pas rejoindre Oumar qui n'appartient ni à l'opposition ni à la... Non, mais vous savez que les gens nous colleront parfois des étiquettes. Moi, je me plais dans ce que je fais. Patrice Talon, même s'il va être honnête, c'est que je ne suis pas contre lui. Ce que je lui dis, ça va l'aider à la fin de ce mandat. Il sera célébré. Pas lui, pas moi, c'est lui qui sera célébré. Voilà. Merci à toutes et à tous.